Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, c'est Thomas sur Il était un jeu. Ravi de vous retrouver, je vais vous présenter un de mes jeux coup de cœur de cette année, je vous en ai parlé dans le top du mois de juillet. Un jeu qui va associer deux mécaniques de jeu qui s'imbriquent parfaitement bien. D'un côté le deck building, de l'autre côté le placement d'ouvriers. Je veux bien sûr parler de Dune Imperium. Dune Imperium, c'est édité chez Lucky Duck Games et Dire Wolf. Legendary participe aussi à ça, notamment pour les illustrations, car il est tiré aussi du film éponyme qui sort mi-septembre 2021, dans quelques jours. C'est de 1, pardon, oui, parce qu'il y a un mode solo de 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties entre 1 heure et 2 heures selon le nombre de joueurs, bien évidemment. C'est un jeu que j'apprécie, il fera forcément partie de mon top de mes jeux préférés de cette année, tellement les sensations de jeu sont vraiment là, la découverte du jeu est vraiment là, même si il est assez épuré, je vais vous en parler dans les règles détaillées, finalement ça va très bien, pas forcément obligé, on n'est pas forcément obligé de connaître l'univers de Dune, même si ça sera beaucoup plus appréciable, mais même en étant un novice, eh bien vous pourrez prendre énormément de plaisir dans ce jeu. C'est Paul Denen, c'est marqué juste là, le célèbre et génialissime auteur de Clank qui nous propose ce jeu. Et ça tombe bien parce qu'on retrouve pas mal de mécaniques, notamment ce fameux deck building dont je vous parlais. Je vous laisse vous installer confortablement pour profiter de cette vidéo et des règles explicatives détaillées pour savoir comment jouer à Dune Imperium. Et juste à la fin, mon avis, mon ressenti, les sensations de jeu, ce que j'ai aimé dans ce jeu. Ben installez-vous, c'est parti! Les amis, dans Dune Imperium, on va voir un petit peu tout ce qui fait la trame narrative de la saga littéraire, mais aussi du film donc qui va sortir dans quelques temps. Mais sachez que c'est pas indispensable pour apprécier le jeu, loin de là. Il naît dans tout l'univers connu de ressources plus précieuses que le mélange ou épices. L'épice est uniquement présent sur la rude planète désertique Arrakis, ici en jaune, connu également sous le nom de Dune. C'est en effet autour du contrôle de l'épice que s'articulent nombre de conflits qui vont opposer les grandes maisons de l'Imperium. Ceux qui convoitent le pouvoir par son biais recherchent avant tout alliance et soutien afin de consolider leur position. Les conseillers siégeant au Landsraad, la chaume et sa soif insatiable de profit, le Bene Gesserit et son regard tourné vers l'avenir, la guilde spatiale en rouge ici et son monopole sur le voyage à travers l'espace, les Fremen, juste ici en bleu, guerriers endurcis du désert, et même l'empereur en noir, tout en haut. Le conflit semble inévitable et l'issue incertaine. Une chose est certaine cependant, qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Voilà, c'est ainsi qu'on peut introduire le jeu Dune, qui est, comme je vous le disais dans l'introduction, un excellent jeu qui va associer deux mécaniques très connues, très répandues et très appréciées de bon nombre de joueurs, le deck building et le placement d'ouvriers. Sachez avant tout que dans le jeu, on va chacun incarner un dirigeant. J'en ai sélectionné 3, car il en faudra systématiquement 3 ou plus. Si je joue en solo, j'aurai 2 rivaux qui se mettront en place. Si on joue à 2, il y aura un rival. Et si je joue à 3, ben on sera 3. À 4, on aura chacun un personnage. Donc minimum 3 personnages en jeu. Mais les protagonistes seront issus à chaque fois, il y aura 2 protagonistes issus de la même maison. Et il est recommandé de ne pas donc choisir 2 protagonistes de la même maison, même si l'équilibre est quand même fait pour pouvoir y jouer dans cette configuration. Parlons bien, parlons mise en place. Elle prend quand même un petit peu de temps. On va voir ça pour que vous puissiez comprendre aisément la suite des règles précises de Dune Imperium. Donc déjà, magnifique plateau central qui est plutôt sobre, très coloré et chaque couleur va vraiment avoir son importance, vous allez comprendre très facilement. Comme je vous le disais, au centre, ici en jaune, on retrouve la planète Dune et notamment la partie habitable en bleu, vous voyez, il y a des petits icônes bleus juste ici et la partie désertique ici avec le triangle jaune qu'on peut retrouver aussi dans la faction ici en haut à droite des chaumes. Déjà, il faut bien le savoir, chaque maison, chaque faction a une couleur et aussi un logo qui lui est propre. Ça va être indispensable de bien les intégrer. Ça reste très facile.
Parce que tout le jeu va se baser là-dessus, entre l'utilisation de nos cartes, mais aussi les positions qu'on va donner à nos petits meeples, à nos petits agents. Les différentes factions, je vous en ai parlé. On aura placé tout en haut des 4 maisons sur le côté gauche du plateau des jetons Alliance sur les zones de piste Influence, marqués du symbole identique bien sûr. Et au fur et à mesure qu'on progressera pendant la partie, à chaque fois qu'on se positionnera sur la maison ou avec certaines cartes qu'on pourra activer, eh bien on fera progresser à chaque fois d'une case ou plus notre petit cube, ce qui va nous octroyer des points de victoire immédiats. Et si on arrive à dépasser la flèche juste ici, le jeton d'influence, en tout cas si on est majoritaire dans chacune des maisons. On retrouve juste ici le manta qui va être une sorte d'agent supplémentaire en fait, d'ouvrier à placer supplémentaire qu'on aura de manière éphémère et transitoire pendant une manche. On a mis ici, juste ici, un paquet de cartes conflits qui seront d'âge 1, d'âge 2, mais aussi à la fin d'âge 3. Ça va être un système un petit peu de compte-tour, parce que le but du jeu, ça va être de progresser juste ici sur la ligne de points de victoire. Le premier qui arrivera à 10 va signer la fin de la partie, et celui qui sera arrivé le plus loin gagnera la partie. Mais si on n'y arrive pas, eh bien ça sera quand on va épuiser ce petit paquet de cartes qu'on aura sélectionné, enfin, au hasard, qu'on aura construit au début de la partie, avec une carte de conflit numéro 1, avec 5 cartes de conflit numéro 2 et 4 cartes de conflit numéro 3, ce qui fait 10 cartes, donc 10 tours de jeu finalement. On retrouve ici le paquet de cartes intrigue qui sera très important et peut-être même décisif pour la victoire finale, on va voir ça tout à l'heure. On a juste ici le paquet de cartes, le deck finalement Imperium, avec 5 cartes que j'ai placées juste ici sur le bord, qui vont en fait faire office de rivière, les cartes qu'on va pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie et qui vont ainsi potentialiser notre propre deck. On l'appelle la rangée Imperium. Et juste à côté, on a 3 paquets de cartes qui vont faire une réserve de cartes identiques sur ces 3 paquets. En gros, si on n'a pas d'opportunité particulière ou qu'on souhaite peut-être dépenser les ressources qui nous restent pour acheter des cartes, eh bien on pourra sélectionner celle-ci. Comme je vous le disais, chaque joueur va incarner un dirigeant bien particulier. On va le choisir, le placer face à soi, et ce qu'on peut voir notamment sur ces petites fiches là, déjà il y a une aide de jeu derrière, ça peut être sympa à utiliser aussi, c'est que chacun va avoir un pouvoir particulier qui sera actif à chaque fois, et aussi un pouvoir qui sera déclenché par la chevalière, et on va voir ça tout à l'heure. On retrouve ici un tout petit logo, cet hexagone, il y a 6 côtés, cet hexagone qui va représenter d'une certaine façon la difficulté d'utilisation de notre personnage. Comme on peut le voir juste ici, on peut avoir donc 3 niveaux de difficulté, mais je vous l'assure, rien de très compliqué finalement. On commence la partie avec un deck de 10 cartes. Ces 10 cartes-là, elles seront identiques pour chacun des joueurs, comme dans la plupart des deck building. On va bien sûr les mélanger pour commencer la partie avant d'en tirer 5 tout à l'heure. Et on va prendre une ressource d'eau. L'eau qui va être très importante dans un univers désertique et qui va être notre première ressource pour débuter la partie. D'ailleurs, parlons des ressources. On retrouve des ressources qui ne sont pas multiples, il n'y en a que 3. On retrouve donc, comme je vous ai dit, les ressources d'eau. On retrouve les Solari qui va être la sorte de monnaie finalement dans le jeu, avec des valeurs de 1 et les plus gros valeurs de 5. Et bien sûr l'épice avec ces petits jetons là qui représentent une épice et les gros qui en représenteront 5. On retrouve dans l'angle ici en bas à gauche les jetons de départ. On retrouve donc 2 agents qu'on va pouvoir utiliser dès nos premiers tours de jeu, dès nos premières manches, et un 3e qu'il faudra recruter à un certain moment de la partie si vous le souhaitez. Notamment, c'est juste ici. Il faudra se placer juste sur cette case-là et on pourra recruter ce 3e agent. Il y a un compteur, un marqueur rond qui va servir de marqueur tout simplement quand on se placera ici au Haut Conseil et qui nous donneront 2 points à chaque fois, à chaque manche pour acheter d'autres cartes, on va voir ça après. On aura placé les marqueurs de points de victoire en fonction du nombre de joueurs qu'on sera. Si on est 1, 2 ou 3, on se placera sur la case 0 et c'est indiqué juste là, à 4 joueurs, on se positionnera sur la première case car il sera peut-être plus difficile d'accumuler des points de victoire.
Ici, on retrouve la zone de combat. On place en tout début de partie 3 petits cubes pour chacun des joueurs dans le petit cercle le plus proche de son jeu, ce qui va constituer notre garnison, nos combattants, mais ils ne seront pas encore dans le conflit. Tout le but va être peut-être de remporter les combats en les déplaçant tout ou en partie pendant le jeu. On retrouve ici des jetons de combat supplémentaires qu'on va pouvoir déplacer justement pour symboliser notre force de frappe, qui sont recto-verso pour symboliser un plus 20 si on arrive à avoir une grosse force de frappe. On retrouve aussi des marqueurs de contrôle qu'on positionnera si on arrive à atteindre certains objectifs pour les placer sur certains lieux pour en prendre le contrôle, et ce qui va nous donner des ressources ou des bonus supplémentaires quand les autres joueurs vont se positionner sur la case. Et le reste des petits cubes, on le garde dans notre réserve. Donc il faut bien comprendre ça. Les cubes, il y a notre réserve personnelle, il y a la garnison et les cubes qu'on mettra dans le combat pendant le conflit. On va déterminer de manière aléatoire qui prendra la place de joueur numéro 1 avec ce petit jeton. On le fera tourner au fur et à mesure des parties, à chaque fois au joueur de gauche. Et pour une partie, je ne vais pas y revenir forcément dessus, à 1 ou 2 joueurs, on aura aussi ce deck de cartes de la maison Agal qui va donc jouer pour les rivaux qui vont intervenir pendant la partie pour interagir, en tout cas nous bloquer, se positionner sur les différents lieux en fonction de la carte qu'on va retourner. Oups là, c'est tout le temps les mêmes cartes là. À chaque fois qu'on va retourner une de ces cartes, on va le positionner l'agent de la couleur qu'on n'aura pas utilisé à un endroit, ce qui va forcément bloquer nos possibilités. Des fois oui, des fois non. Et bien voilà, mise en place terminée. Voyons tout de suite comment on joue à Dune Imperium. Donc je vous rappelle tout simplement l'objectif. On est un dirigeant d'une des grandes maisons du Lanstrad. Il faudra terrasser nos adversaires au combat, user de notre influence politique et former des alliances avec les 4 factions majeures, et nos succès seront mesurés en points de victoire. Lorsqu'on va gagner ou perdre des points de victoire, on va monter ou descendre notre marqueur d'un cran sur la piste de score, et la partie prendra fin si le deck de conflit que je vous ai décrit tout à l'heure est vide, ou si un joueur a atteint ou dépassé les 10 points de victoire à la fin d'une manche. Le joueur, bien sûr, qui aura le plus de points de victoire sera alors déclaré, bien entendu, vainqueur. On a déjà vu donc les dirigeants, on a vu notre deck de départ, on a vu combien d'agents on a au tout début. Voyons un petit peu ce qui va se passer si on interagit avec les factions. Les 4 factions ici sur la gauche dans Dune Imperium représentent les puissantes forces de Dune et du reste de l'Imperium. Il faudra peut-être accroître notre influence sur elles et obtenir peut-être aussi des alliances avec l'une ou plusieurs si on veut arriver à la victoire. Comme je vous le disais, nos cubes de factions débutent tout en bas de chacune des factions, en tout cas sur la piste qu'on appelle la piste d'influence. Et au cours de la partie, notre influence sur la faction va croître ou aussi peut-être diminuer en fonction des cartes qu'on va jouer et des actions qu'on va effectuer. Lorsqu'on va envoyer un agent sur un emplacement du plateau d'une faction, on va gagner à chaque fois, hop, une influence. Il y a d'autres effets de jeu qui vont peut-être aussi faire monter notre cube sur la piste, voire parfois le faire le descendre, notamment avec certaines cartes assez puissantes. Lorsqu'on aura atteint, hop, 2 influences, on gagne sur chacune des pistes, bien sûr, on va gagner un point, hop là, de victoire immédiatement. Et par contre, si on retombe en dessous de 2, on perdra aussi ce point de victoire. Donc attention, c'est une règle qu'on a tendance à oublier. Par contre, voilà, si on atteint les 4 premières cases d'une piste d'influence, on va remporter le bonus qui sera marqué sur la faction représentée. Donc ici, ça sera par exemple de piocher une carte intrigue. Je remporte le jeton d'alliance de cette faction-là. Et si un autre joueur par contre arrive à me dépasser sur cette piste-là, il faudra que je lui donne et le point de victoire qui va avec. Les cartes intrigues, justement, parlons-en, elles sont juste ici, il y a un sacré paquet, il y en a quand même plutôt pas mal à l'intérieur, chacune avec une couleur différente qu'on pourra glaner selon les actions qu'on fera sur le plateau, mais aussi, encore une fois, avec les cartes qu'on pourra utiliser. Les cartes marron, ce seront des cartes complot en général, on pourra les utiliser à n'importe quel moment
pour gagner des ressources, échanger des ressources contre des points de victoire, etc. Pas mal de choses à faire, ou gagner de l'influence sur une faction particulière. On a les cartes rouges, qui seront des cartes combat qu'on pourra utiliser pendant les combats, on va voir ça tout à l'heure. Et il y a les cartes aussi, bien sûr, fin de partie, qu'on utilisera en fin de partie. Bravo, vous savez, tout juste. Voilà, elles vont représenter donc, comme vous l'avez compris, des subterfuges, des négociations, des retournements de situation et vont apporter, comme je vous le disais, des ressources, augmenter l'influence ou octroyer des points de victoire. Comment on va les recevoir? Eh bien, sur le plateau, je vous disais, il y a ici, sur le Carthage, il y a ici, hop, on va remettre le meeple ici, sur les secrets, et il y aura aussi, juste en haut, sur la case noire, si on arrive à dépenser, hop, 4 épices, on va voir comment utiliser les cases tout à l'heure. Bon, on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait faire dans Dune, mais comment on joue? Eh bien déjà, vous voyez, en plus, comme je vous le disais, du récapitulatif, des règles du jeu, des tours de jeu qu'on peut retrouver au dos de nos personnages, de nos protagonistes, eh bien, c'est marqué juste là tout ce qu'on peut faire. Il y aura donc 5 phases successives, et si personne n'a dépassé les 10 points de victoire, on repartira sur le début de manche. Donc on commence avec la mise en place du début de manche, les tours des joueurs avec un tour agent ou un tour de révélation, on va voir, il y aura peut-être 2 choses à faire, les résolutions de combat, les faiseurs, les verts qui vont arriver et nous donner peut-être des bonus pour les tours d'après, et le rappel, on récupère tout et c'est parti pour un nouveau tour de jeu. Phase 1, le début de la manche. Eh bien chaque manche débute par la révélation, hop, de la première carte conflit, et on voit qu'il y a 3 opportunités. Ces opportunités-là, ça sera pendant la phase de résolution des combats. Celui qui sera majoritaire remportera les gains de la première case. Le deuxième gagnera donc la deuxième case, bien sûr. Et le troisième, ça ne sera remporté uniquement si on joue à 4. On pioche les 5 premières cartes de notre deck, on les consulte et on va voir ce qu'on peut faire. Après la phase 1, la phase 2, la phase de tour des joueurs. Et en commençant par le joueur, souvenez-vous qu'il y a ce jeton premier joueur, et on va continuer dans le sens horaire, chacun va jouer un tour de jeu. À son tour, on aura donc le choix de choisir de faire soit un tour agent, soit de faire un tour révélation. Il y aura 2 choses à faire, mais l'un pourra succéder à l'autre. En général, on jouera des tours agents, c'est-à-dire on va positionner nos agents pour essayer d'accumuler des ressources et faire des actions, et la phase de révélation, ce sera l'ensemble des cartes qu'on n'aura pas utilisées qui vont nous permettre peut-être d'acheter d'autres cartes. Mais libre à vous d'abandonner un agent, de ne pas l'utiliser et de faire un tour révélation à la place. Mais avant toute chose, voyons un petit peu l'anatomie d'une carte. Par exemple, celle-ci, l'initié Bene Gesserit. Eh bien, tout simplement, voilà, il y a le nom de la carte, la faction à laquelle elle appartient. Ça, c'était son coût d'achat dans la rivière principale. Et juste ici, ce sont les icônes agents. Ces icônes agents vont être très importants parce que quand on va utiliser une carte, on pourra placer l'agent uniquement sur un des lieux, une des factions, un des endroits où qui sera donc représenté sur cette carte et uniquement sur cette carte. On a ici la zone agent qui, quand on positionnera notre agent, vous allez voir, permettra d'activer, si on le souhaite, le pouvoir qu'il a marqué ici. Et si je ne l'utilise pas et que je souhaite utiliser cette carte pour la deuxième phase, la phase de révélation, eh bien, je pourrais utiliser la partie bleu foncé ici, un petit peu étoilée. Et ici, ça me donnera donc un point d'achat. Ici, c'était le symbole de piocher une carte supplémentaire. Disons que, comme souvent, je décide de faire un tour agent pendant mon tour de jeu. Mais pendant le tour agent, on va jouer une carte de sa main face visible devant nous. Disons par exemple, hop là, celle-ci. Et je vais pouvoir utiliser donc cette carte pour envoyer un de mes 2 agents de départ depuis mon dirigeant jusqu'à un emplacement inoccupé du plateau. Ça c'est très important, comme dans la plupart des jeux de placement d'ouvriers, eh bien si la case est occupée, perdu, je ne pourrai pas placer le mien. Donc premier arrivé, premier servi, il faut faire preuve d'opportunisme et de jugeote pour peut-être piquer les actions aux autres et en tout cas nous donner tous les moyens d'obtenir ce que l'on souhaite. Et comme je vous le disais, l'agent, je pourrais le placer selon les icônes agents qu'il y aura sur la carte que je viens donc de dépenser. Ici, elle me laisse pas mal d'opportunités puisqu'il y en a 4. Donc disons par exemple que je la positionne
Allez, ben on va dire ici, tiens, comme tout à l'heure. Voilà, sur le violet. S'il y avait un coup sur la case que je souhaite occuper, par exemple ici, avec une goutte d'eau, je suis obligé de dépenser une goutte d'eau pour pouvoir m'y placer. Si je n'ai pas la ressource demandée, je ne pourrais pas. Ici, il m'aurait fallu 2 épices que je n'ai pas encore pour le début de la partie. Par exemple. Et comme je vous avais indiqué dans l'anatomie de la carte, s'il y avait une action particulière sur la zone grisée, la zone agent de la carte, eh bien j'aurai le choix de l'utiliser. Il y a marqué ici, voilà, détruisez cette carte, elle sera détruite, mise de côté pour le reste de la partie. Tout le but aussi va être de combiner un petit peu les actions qu'on va faire sur le plateau et les actions de nos cartes pour améliorer, potentialiser, maximiser en tout cas nos chances de victoire. Et bien sûr, il y a certaines cartes où il n'y a aucun lieu indiqué, ce qui veut dire que je ne peux pas utiliser, par exemple, cette carte-ci pour déplacer un agent. Je pourrais simplement l'utiliser pour la deuxième phase, la phase de révélation. J'ai positionné mon agent, je peux utiliser la capacité qu'il y avait sur la carte, mais aussi et surtout, en plus, hop, d'augmenter mon influence ici, parce que je me suis positionné sur la faction violette, je vais pouvoir accomplir l'action qu'il y a sur le côté. Donc ici, c'était de gagner une carte influence que je garde, hop, avec moi, face cachée, je l'utilise quand je veux, et la capacité du dessous, elle me dit, si les autres joueurs avaient 4 cartes influence dans leurs mains, je peux en choisir une au hasard. Les actions des différentes cases, on verra ça en toute fin de cette explication de règles. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, voyons un petit peu les cases conflits, les cases de combat. À chaque fois qu'on va se positionner, par exemple ici, sur une case avec des petits cubes, ou alors qu'on a une carte avec des cubes de représentés, ça va nous permettre de recruter des troupes. Par exemple, si je m'étais positionné ici, donc en défaussant une eau, hop, je la mets de côté, et donc ça me fait augmenter sur cette piste d'influence de une case, ça me permet de recruter directement de ma réserve 2 cubes. Ces cubes-là, j'ai la possibilité de les mettre en totalité, hop, on va enlever ça, de les mettre en totalité dans la zone de conflit, ou alors j'aurais pu très bien les mettre de côté dans ma garnison. Si je décide par exemple de mettre toute ou une partie, on va dire j'en ai gagné 2, je les mets au milieu, j'ai la possibilité, parce que j'ai fait cette action-là avec les épées croisées, je peux prendre 0, 1 ou 2 cubes de ma garnison pour aussi les positionner dans le conflit. Celui qui sera majoritaire dans le conflit à la fin donc de la manche, à partir de la phase de combat, la 3e phase juste ici, il va pouvoir gagner, comme je vous disais, le conflit et l'opportunité de remporter des objectifs et des ressources, des gains, etc. Ce qui va bien sûr nous donner des possibilités beaucoup plus importantes pour la victoire finale. Ça, c'est uniquement s'il y a les 2 machettes croisées sur la case, ce qui est la plupart du temps possible quand on va recruter des troupes sur les cases du plateau, sauf par exemple celle-ci ou celle-ci qui va nous permettre uniquement de recruter des troupes et donc de les mettre, hop, dans notre garnison, mais pas directement dans le conflit. Et pour s'en souvenir, ça reste plutôt simple. Ben regardez, les machettes, elles sont ici. Donc s'il y a le même symbole, ça veut dire que vous pouvez les placer directement, sinon on les laissera dans notre garnison. Je vous parlais pendant la mise en place aussi de bonus de contrôle. Quand on va arriver sur certaines cartes conflits, par exemple, voilà, celle-ci, si j'arrive premier, je gagnerai donc 2 points de victoire, mais aussi la possibilité de placer ma bannière sur la bataille pour Araken. Eh bien, regardez, hop là, Araken c'est juste ici, donc si je remporte le conflit sur cette manche, je pourrai le positionner ici, et à chaque fois que quelqu'un se positionnera sur cette case, bien sûr, il gagnera les bonus qui sont marqués sur cette case, mais aussi il devra me payer obligatoirement un Solari. Et de même, ici et ici, notamment ici, on nous donnera obligatoirement une épice et ici un Solaris également. Les 3 cases qui sont juste ici, elles sont un petit peu particulières. Si je me positionne dessus, ben, le coût sera de moins en moins important, mais le gain aussi sera de moins en moins important. Ça me permettra de gagner de l'épice tant convoitée et aussi à chaque tour, notamment, voilà, c'est marqué là, la phase 4, les faiseurs vont entrer en piste et on mettra un jeton épice supplémentaire s'il n'y avait aucun agent à cette place-là, et donc ça va pouvoir peut-être s'accumuler au fur et à mesure des manches. Ça, c'était pour le tour du joueur s'il décide de faire un tour agent, mais je vous ai parlé du tour révélation. Quand un joueur n'a plus d'agent, il jouera donc cette phase de révélation. Et un tour révélation est constitué des étapes qu'il faut absolument respecter dans cet ordre. On va révéler les cartes qui nous restent, on va résoudre leurs actions dans la partie bleutée juste en bas. On va ajuster la force de combat
Et ensuite, on nettoie le tout et on récupère toutes nos cartes, on les met dans la défausse, prêt à débuter une nouvelle manche. Donc on commence par révéler les cartes qu'il nous restait en main. Celles qu'on a utilisées pour placer nos agents, on ne les utilise pas. Attention, on ne les utilise pas. On garde donc toutes les autres cartes et on va pouvoir accumuler ainsi des ressources, des bonus quelconques, etc. Donc par exemple, ici, j'ai 2 plus 1 plus 1. Ça me fait 4 points de persuasion et ces 4 points de persuasion, je pourrais les utiliser pour acheter une ou plusieurs cartes de la rivière principale. Et le coût d'acquisition est marqué tout justement en haut à droite de chacune des cartes. À chaque fois, par exemple, si j'achète celle-ci pour 1, je vais immédiatement en replacer une autre. Et bien sûr, le coût d'acquisition, plus il sera élevé et plus elles seront puissantes. Les cartes que j'aurai achetées, je ne les garde pas avec moi, elles partent directement dans la défausse pour tenter de les piocher sur un prochain tour et ainsi essayer de combiner au mieux notre jeu. Si par exemple avec la dague, j'ai pas décidé de l'utiliser pour mon tour agent mais pour mon tour de révélation, et bien ici je vais gagner un point de combat supplémentaire. Hop, je suis le joueur jaune, hop, je peux le placer juste ici. Un sabre, un point, et un cube que j'aurai dans le conflit en vaudra 2. Disons que je suis comme ça, hop, ça me fait donc 5 points pour ce conflit. Mais pour pouvoir faire cela, il faudra absolument qu'on ait au moins un cube, on aurait au moins une troupe qui soit engagée dans le conflit, sinon on ne pourra absolument pas augmenter notre force de frappe. Une fois ceci terminé, on récupère les cartes qu'on a jouées, on les met dans la défausse comme je vous le disais, et on attend que les autres jours fassent de même jusqu'à que tout le monde ait fait son tour de révélation avant de passer à la phase numéro 3, la phase de combat. Et ça sera le moment d'utiliser peut-être les cartes intrigues que vous aurez récupérées avec des améliorations de combat, peut-être de bluffer, de retirer des troupes, ce qui aura fait dépenser peut-être des troupes chez les adversaires, ou d'augmenter notre force de frappe aussi, ça sera à vous de voir. Et chacun tour à tour va donc décider d'utiliser, toujours dans l'ordre de premier joueur, décider d'utiliser donc ces cartes de combat qu'on aura pu peut-être mettre de côté pendant la partie, et une fois que tout le monde aura décidé de passer son tour, eh bien on passe à la résolution des combats. Celui qui sera le plus grand, le plus fort dans le conflit, va remporter donc le conflit et sera en première, deuxième ou troisième position. Mais attention encore, uniquement pour les parties à 4, gagnera donc les bonus qui seront marqués en fonction de sa position sur le conflit. C'est-à-dire que par exemple, si je joue à 3 joueurs, cette case-là, elle ne compte absolument pas. Et en cas d'égalité, pour la première place, personne ne remportera le conflit. Les joueurs qui seront à égalité reçoivent chacun la deuxième récompense. Si les joueurs sont à égalité pour la deuxième place, ils reçoivent, eh bien, logiquement, la troisième récompense. Et les joueurs à égalité pour la troisième place, eux, par contre, ne recevront rien du tout. Les combats terminés, on passe à la partie 4, à la phase 4, les faiseurs. Et lors de cette phase, l'épice va pouvoir s'accumuler sur certains emplacements du plateau. On va vérifier chacun des 3 emplacements avec une icône faiseur, la grande étendue, le bassin de Haga et le bassin impérial. Et s'il n'y a aucun agent sur ces emplacements, on va placer tout simplement une épice sur chacune des cases et qui vont pouvoir ainsi s'accumuler au fur et à mesure des tours pour peut-être être prises d'un coup par un des joueurs. La phase 5, on rappelle un petit peu tout le monde, on vérifie si quelqu'un n'est pas arrivé à 10 points de victoire sur la piste de score ou si le paquet de conflits n'a pas été terminé, n'est pas vide. Et s'il n'y a pas de vainqueur, comme c'est le cas ici, on prépare tout simplement la manche suivante, on renvoie le manta, c'est lui. Si quelqu'un l'avait récupéré, on rappelle tous nos agents qui peuvent revenir sur notre carte protagoniste. Et on passera le jeton numéro 1, comme je vous le disais, immédiatement au joueur à sa gauche pour débuter une nouvelle manche avec la phase 1, la phase 2, la phase 3, etc. Et bien voilà les amis, avec tout ça, je pense que vous en savez déjà pas mal sur le jeu, comment ça se joue. C'est extrêmement chouette à jouer. Si vous souhaitez voir la conclusion, passez ce qui va passer parce que je vais vous parler et on va détailler ensemble toutes les cases et voir ce que ça peut faire. Commençons par la zone bleue. Eh bien la zone bleue, comme d'habitude, hop, on va le faire descendre. Si je me positionne ici, il n'y a pas de coup particulier. Je vais pouvoir amener, hop, 1, 2 ou 0 de mes troupes de garnison vers le conflit et je gagne un jeton d'eau ici sur Distille. Sur la case, les guerriers endurcis de chez les Fremen. Il faudra par contre ici que je paye une ressource d'eau. Je gagne une influence
comme d'habitude quand je me positionne sur les factions de gauche, je peux engager des troupes dans le combat, mais aussi en recruter 2 que je pourrais positionner donc directement dans ma garnison ou dans le conflit pour la prochaine phase de jeu. Passons chez les violets, on l'avait vu, ça me permet de piocher une carte influence et d'en tirer une au hasard si les joueurs en avaient 4 en leur possession, et à chaque fois bien sûr je monte de 1 d'une influence chez les violets. Pour me positionner ici dans la sélection génétique, il me faudra dépenser 2 épices et ça me permettra de détruire une carte que j'ai en main, que j'ai dans ma défausse ou dans mon jeu, et d'en piocher 2 nouvelles. Chez les rouges, la guilde spatiale, ici, pas de coût particulier, et ça me permettra de récupérer directement une carte gratuitement. Hop, l'espace pulsé, qui me permet d'avoir la possibilité, si je l'utilise pendant une phase d'agent, en positionnant un agent, de détruire cette carte, mais par contre de pouvoir me positionner n'importe où je veux sur la carte. Et le long courrier, lui, c'est plutôt difficile à avoir. Il faudra que je dépense quand même 6 épices, mais il me permettra de recruter 5 troupes que je pourrais positionner donc directement, je le rappelle, ici, ou les mettre dans ma garnison, d'en amener 2 de plus si je le souhaite, et aussi de gagner 2 ressources d'eau, pas si évident à faire. On monte dans le noir juste ici avec l'empereur, pas de coup particulier. Si je me positionne comme toujours, je monte d'une influence, je gagne 2 Solaris. Et ici, vous l'aurez compris, je dois dépenser 4 épices, je gagne 5 Solaris, 2 troupes que je ne peux pas positionner directement au milieu ni avancer, il n'y a pas les machettes, et une carte influence. Ici, dans le conseil du Lanstrad en vert, on n'a pas de marqueur d'influence, c'est une zone un petit peu neutre. Si je me positionne ici, je dois dépenser 5 Solaris, mais par contre, je vais utiliser le jeton sphérique qui me reste, le cylindre, que je vais positionner dans le haut conseil, ce qui me permettra de dépenser 2 points de persuasion à chacune des manches, peut-être pour acheter toujours plus de cartes. Mais attention, on ne pourra le faire évidemment qu'une fois. Une position pour chacun son trône. Ici, le manta, je paye 2 Solaris, je pioche une carte et je récupère le manta que je vais pouvoir utiliser comme un agent éphémère à replacer à la fin de la manche. Les ralliés des troupes ici, donc on dépense 4 et on gagne 4 troupes qu'on ne place pas ici, il n'y a pas les machettes. Dépenser 8 Solaris me permettra une fois par partie de recruter mon 3e agent pour me donner toujours plus de possibilités de jeu et peut-être un tour de plus que les autres rapidement. Donc attention, cette case-là, elle risque d'être prise d'assaut. Et celle-ci, pas de coût particulier, mais me faire gagner une troupe et un point à dépenser pendant la phase de révélation. On vient au chaume juste ici. C'est pour... donc ici, il n'y a pas de coût particulier, je gagne 3 Solaris. Et ici, je pourrais dépenser n'importe quel nombre d'épices pour les convertir en n'importe quel, en tout cas comme c'est indiqué ici, un nombre de monnaie du jeu en Solaris selon la dépense que j'aurai engagée. C'est pour ça que la case s'appelle « Vendre le mélange ». Ici, on en a un petit peu parlé, je ne vais pas y revenir dessus. Et les cases qui sont juste là, avec les sphères, les ronds bleus. Donc ici, ça permet de combattre. J'augmente pas là non plus, il n'y a pas de faction, il n'y a pas de piste d'influence, donc je ne montrerai pas. Gagner des ressources juste ici. Dépenser 2 os pour engager le combat, déplacer donc mes troupes. J'en recrute pas, mais je pourrais en mettre, hop, 1, 2 ou 0 dans le combat. Et surtout piocher 3 cartes. Ici... je peux, pareil, faire du combat, mais en recrutant directement de ma réserve un cube, je pense que vous avez compris, et gagner une carte d'intrigue. Ici, un cube et une carte à piocher, et le combat qui peut s'engager. Et on n'oublie pas, si quelqu'un avait mis sa bannière ici, de lui payer une pièce. Et bien voilà les amis, je pense qu'avec tout ça, vous pouvez commencer une belle partie. C'était voilà l'explication des règles un petit peu détaillée, c'est peut-être un petit peu long, mais c'est surtout pour vous donner envie. Ce jeu est quand même très très chouette, très sympa à jouer. L'association deck building et placement d'ouvriers, ça marche à merveille. La montée en puissance est vraiment là. N'oubliez pas, les personnages ont chacun des facultés particulières qui seront permanente juste ici, mais aussi, et je vous en ai pas parlé, en fonction de la chevalière, on a une carte chevalière dans notre deck de départ, que si on décide de l'utiliser pendant la phase agent, eh bien je vais pouvoir utiliser la capacité propre à mon personnage, ce qui confère bien sûr au jeu une certaine asymétrie, ce qui est vraiment savoureux dans ce type de jeu. Et d'ailleurs, en parlant de personnages, il y en a 8, donc comme je vous le disais, 2 de chaque maison, qui sont à l'effigie des protagonistes du futur film qui va sortir mi-septembre 2021, chacun avec une difficulté un petit peu propre et surtout des capacités propres, fidèles à leur
faction. Dune, c'est vraiment un de nos coups de cœur de cette année. Autant il m'attirait pas forcément au premier abord par sa sobriété et parce que la thématique m'attirait pas forcément, en plus je connaissais pas forcément l'univers, ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus, et notamment avec la sortie du film, je pense que ça va faire... Il va y avoir un engouement autour de ça, et c'est aussi pour ça que je propose cette vidéo là, parce que peut-être que ça peut vous intéresser aussi. Mais voilà, les deux mécaniques de jeu entre le deck building et le placement d'ouvriers, ça s'imbrique parfaitement de manière très intelligente. On reconnaît bien là les mécaniques bien connues de Clank, avec toutes les variations et toutes les extensions qu'il y a eu jusqu'à la version Legacy. On s'y retrouve totalement. Il faut le découvrir, il faut l'essayer. C'est tellement bon, tellement intelligent aussi, et il y a une montée en puissance et une courbe d'apprentissage dans la gestion des ressources en fonction peut-être du personnage aussi qu'on aura au début. Le côté asymétrique, ça fait toujours plaisir dans ce genre de jeu, c'est un petit peu la facilité aussi, mais ça permet, avec les 8 personnages qui sont déjà présents, de renouveler un petit peu les plaisirs de jeu et découvrir peut-être d'autres façons d'entamer et, j'espère, de gagner la partie. Venons-en au mode solo, je ne l'ai pas essayé, on l'a essayé à 2 par contre, avec l'Automa, qui va ne pas trop participer, va participer essentiellement au combat pour nous bloquer un petit peu, mais ne gagne pas de points de victoire, ne gagne pas non plus de points d'influence, il est là juste pour bloquer, et c'est un peu en demi-teinte. J'ai lu beaucoup d'avis là-dessus où ils disaient que c'était un peu frustré, un peu déçu de ce mode-là. Nous, pour l'instant, on l'a plutôt apprécié. Ça nous a à chaque fois bloqué, on va dire d'une certaine façon. Mais c'est vrai que comme c'est toujours au hasard, des fois il va se positionner, les rivaux vont se positionner sur des zones qui forcément ne nous intéressaient pas forcément. Donc en fait on s'en fout un petit peu, ça nous bloque pas forcément, donc c'est ça qui peut un petit peu décevoir. Mais sur les parties qu'on a pu faire, des fois ils se mettaient sur des endroits qu'on convoitait aussi, donc il a fallu revoir un petit peu notre stratégie, un peu comme une simulation d'un 3e joueur, mais vraiment si vous devez le savourer, c'est pas à 1 ou à 2, c'est vraiment à partir de 3, parce que les interactions indirectes de blocage comme dans un placement d'ouvrier classique, c'est ça un petit peu qui fait toute l'essence de ce genre de jeu, donc je peux que vous le conseiller à 3, à 4. Si vous jouez qu'à 2, peut-être passez votre chemin, essayez-le, voir si ça peut vous intéresser, mais beaucoup plus savoureux à 3 ou à 4. Et bien voilà, je suis ravi de vous avoir présenté cette vidéo, un de mes coups de cœur de cette année, j'espère à vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, les pouces sont là pour me dire un petit peu si vous avez aimé ce format. Les commentaires, je vous réponds toujours le plus rapidement possible, c'est toujours appréciable, donc merci, un grand merci à vous. Et on s'abonne, si vous n'êtes pas déjà abonné pour être au courant des dernières sorties. Et bien comme souvent, comme toujours, je vous laisse avec le catalogue de vidéos pour aller voir un petit peu ce que je vous ai présenté sur la chaîne ces dernières semaines. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao les amis!